Non, c'est pas un défi, ça vient de plusieurs choses. D'abord un amour assez profond de Stéphane et moi sur Anouki pour les dessins animés sans parole, voilà, qui ont bercé notre enfance, notamment Tex Avery, etc. Et puis de l'idée aussi qu'il y a souvent beaucoup de textes dans les livres jeunesse dont on peut se passer. Et donc à partir de cette réflexion-là, on a poussé le truc, on a dit en fait si on faisait avec zéro texte, et on a avancé comme ça. Non, c'est pas la même chose. Ça a des inconvénients évidemment, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Ce qu'on essaye de raconter va passer chez les enfants. Donc, ouais, enfin, c'est différent. Alors moi, je parle de Stéphane. Hein. Je ne sais pas comment tu travailles toi avec Delphine. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un découpage qui est qui est détaillé action par action, page par page, case par case. Mais ce découpage-là, on va dire, c'est une indication et c'est un premier jet de travail. Et à partir de là, Stéphane et moi, on travaille sur le storyboard ensemble. Et du coup, avec ce travail commun, on va parfois modifier le scénario, parfois rajouter des pages, enlever des pages, faire sauter des scènes. Donc c'est un vrai travail à deux, tout le travail sur le storyboard. Donc c'est très différent d'un travail en quelque sorte avec du texte, mais même sur mes albums avec du texte, je travaille quand même beaucoup de storyboard avec le dessinateur aussi. Donc je pense que ça vient de là. Avec Delphine, Delphine me fournit vraiment un texte littéraire qui s'apparente plus à un texte qu'on pourrait avoir dans un livre illustré. Donc pas du tout de découpage case par case, pas d'indication particulière à ce niveau-là. Et du coup moi j'ai une totale liberté au niveau du storyboard. C'est moi qui ensuite agence l'histoire, vais donner le rythme au moment du découpage. Et puis cas échéant je vais rajouter même certaines petites choses des petits personnages, des petits secondaires qui vont agrémenter son récit. Peut-être un petit peu, ça dépend je pense des situations, mais c'est vrai qu'il y a un côté, comme on parlait tout à l'heure au début de Tex Avery, il y a un petit côté dessin animé, un petit peu, oui, ou même on s'amuse évidemment. Même film muet. Oui, le film muet, ouais, donc oui, il y a de l'exagération, on peut imaginer une bande musicale sur ce... Oui, il y a un peu d'exagération, parfois beaucoup sur certains dessins, mais après il y a aussi, je crois qu'il y a un avantage à ne pas avoir de texte, c'est que, en fait, de la même manière que quand un dessin est simple, on peut plus facilement s'identifier à un personnage qui a un design très simple, par exemple. Moins il y a de texte, plus on peut aussi se retrouver dans le personnage, parce qu'il n'y a pas des mots étrangers à nous. Et donc le fait d'enlever complètement le texte, ça facilite aussi, et moi je trouve que les enfants comprennent de manière assez fine des situations, et je suis pas sûr je pense que du texte aurait parfois nui à ça. Moi c'est vrai que j'ai tendance à mettre plein de petits détails, et c'est vrai qu'on a tendance à dire pour les plus petits, il faut faire du dessin extrêmement lisible, très simplifié, etc. Moi j'ai pris ce parti pris de me dire je pense que c'est quand même lisible, surtout au niveau des couleurs, je pense que ça ressort particulièrement quand même. Mais j'aime bien l'idée aussi du fait que quand les enfants lisent un livre comme ça, ils vont le relire. Les enfants le relisent toujours plusieurs fois, et donc ils vont chercher revoir des choses qu'ils n'avaient pas vues précédemment. Donc j'aime bien rajouter des petits détails à droite à gauche, des petites choses cachées. Oui, c'est un choix de narration. Par exemple, dans Nuki, il y a assez peu de décors. L'idée, c'est que on va en général dans une scène placer le décor au départ et dire voilà, en fait, on est là, on est dans la forêt, on est à côté du lac, etc. Et ensuite, au fur et à mesure des cases, le décor disparaît, et on travaille beaucoup avec des blancs tournants, donc beaucoup de blancs autour des personnages qui permettent de recentrer, parce que les personnages sont en couleur notamment, c'est la plupart du temps, vraiment l'attention du lecteur sur l'action et de ne pas le perdre ailleurs. C'est ça qui est intéressant en bande dessinée, justement, c'est vrai que la couleur va apporter quelque chose, va appuyer, soutenir la narration. Donc là, moi j'ai pris le parti dans cette série de choisir une gamme de couleurs plutôt chaude aussi, voilà, parce que ce sont des ambiances un peu automnales, voilà. Bon, c'est un parti pris, ouais,
Voilà, et après, ouais, des couleurs quand même assez vives. C'est vrai que pour les enfants, c'est plus attrayant, je pense, malgré tout. Mais c'est vrai que Anouki, c'est pas du tout pareil. On fait rien pareil. C'est incroyable. Pourtant, on travaille ensemble parfois. Sur Anouki, alors déjà, il faut voir que nous, on a fait 7 tomes à l'heure actuelle. On est en train de faire le 8e, donc entre le premier Anouki et le tome 7, au niveau des couleurs, c'est plus du tout la même chose. Il y a d'abord en termes de teinte un parti pris de Stéphane qui est de refuser un côté flashy, très peps. Donc il a plutôt des teintes qui sont plutôt éteintes. Et ensuite, au fur et à mesure des albums, Stéphane, en termes de dessin, a donné de plus en plus de place à son crayonné, aux crayons, qui sont assez absents finalement dans les premiers tomes et de plus en plus présents par la suite. Et puis, il a aussi fait des choix assez radicaux, des partis pris radicaux en termes de mise en couleur, avec vraiment des couleurs monochromes qui vont renforcer les émotions, essayer de mettre le lecteur dans l'état d'esprit dans lequel il doit être pour lire un passage en particulier, etc. Donc oui, c'est un choix. Après, c'est une évolution, parce que ce n'était pas dans le projet initial, c'est venu avec le travail sur la série. Oui, alors tout ça, il y a des partis pris parfois graphiques pour amener de la variété dans l'album aussi. C'est-à-dire qu'on a parfois les cases, parfois pas les cases, parfois des doubles planches, et on essaye de relancer entre guillemets un intérêt du lecteur parce que c'est pas pareil, parce que faire changer les choses au sein de l'album. Et puis oui, et après il y a des moments où on sait que telle situation, elle fonctionne mieux s'il n'y a pas de cases. Typiquement, un grand moment de solitude, par exemple, un moment d'un truc un peu désespéré, etc. Ça marche mieux s'il n'y a pas les cases autour. Ou alors il faut être quelque chose de très contraint, quoi. Mais comme c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement au cours de l'album, d'enlever les cases ou de les rajouter, du coup on peut jouer là-dessus plus aisément que dans une BD qui est, on va dire, très normée avec des cases. C'est moins choquant en fait. Ça permet toujours des aérations quand même dans la page. Ouais. Encore une fois, comme c'est pour les petits, c'est vrai qu'il faut. Voilà, ça atténue le côté des fois peut-être un peu touffu. De la même manière, on essaye de gérer le nombre de cases par page, on essaye de ne pas faire, je sais pas moi, 8 cases, 8 cases, 8 cases, 8 cases, 8 cases, 8 cases, etc. On essaye d'avoir, même si on a des moments où on a besoin d'avoir beaucoup de cases, d'avoir ensuite une aération et de changer les choses comme ça. Le but du jeu, là, moi je trouve, c'est justement d'éviter absolument qu'il y ait aucune onomatopée, aucun symbole non plus qui vient en soutien. On essaye vraiment de tout faire comprendre uniquement via le dessin, via les personnages principaux. Et le livre avec la taupe, on voit bien le livre du lendemain, etc. Et puis sur l'ordinateur, pareil, c'est vraiment... Ah oui, il y a un peu de texte sur l'écran de l'ordinateur. Ouais, bon là c'est un petit truc. Quand les enfants vont lire, justement c'est quelque chose qu'ils vont peut-être revoir par après, une fois qu'ils sauront lire, qu'ils feront rigoler. Ça va faire rire les parents évidemment s'ils mettent le nez dedans. Il y a du texte dans le premier tome. Dans le premier tome, il y a un coq qui dit cocorico, mais je crois que c'est le seul texte dans tout Anouki. Ensuite, après, il n'y en a plus. Il y a peut-être des points d'interrogation, des choses comme ça. Ça aussi, mais je crois que c'est tout. Non, il n'y a pas de... Première initiation à la lecture. Ouais, exactement. Non, il n'y a pas de... Après, il n'y a pas de texte et le but c'est de ne pas en mettre. Et je pense qu'on peut faire quand même beaucoup de choses sans texte. Parfois, ça peut arriver qu'on se retrouve coincé et dans ce cas-là, on change le scénario s'il faut le changer. Je crois pas. Non, je pense pas que c'est obligé. Je pense qu'on peut très bien faire, de toute façon, ça a été fait, on peut faire des histoires très longues sans texte, et à partir de là, on pourrait les découper en albums, en série d'albums. Je pense que c'est plutôt le public auquel on s'adresse qui impose de faire des albums qui se tiennent et qui se terminent et qui sont relativement courts. On a des lecteurs à partir de 4 ans, quelque chose comme ça, 3-4 ans. Donc il faut qu'on ait des histoires qui soient relativement courtes et qui se tiennent et pas partir sur un truc qui va faire 200 pages. Oui. Aucun souci. On ne raconte pas les mêmes choses, mais ça pose pas de problème.
Oui, c'était l'idée à travers ce livre, c'était de faire ça, oui, de présenter, aborder ce sujet. D'ailleurs, ça touchait pas mal d'adultes, évidemment, mais l'idée, c'était vraiment d'aborder ce sujet de façon légère en même temps et que ça reste quelque chose, un petit côté magique aussi pour les enfants. Et il intrigue beaucoup les enfants quand je rencontre des classes parfois, beaucoup de questions. Ça, paradoxalement, la bande dessinée sans texte, mais elle fait beaucoup parler en fait. Oui, exactement. C'est un truc qui est assez marquant, assez fort, c'est le fait qu'il n'y ait pas de texte, ça fait que il n'y a pas besoin du médiateur habituel. Habituellement, quand on est petit, quand on a 4 ans, 5 ans, il y a un adulte qui lit le livre et c'est l'enfant qui écoute. Et il y a plein de moyens de changer cette relation, on va dire, entre l'adulte, l'enfant et le livre. Et le fait de ne pas mettre de texte est un moyen. Et ce que ça génère, c'est que ça génère de la discussion et du questionnement. Et là, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Et là, est-ce que tu as vu ça, etc. Ce qui n'existe pas de la même manière dans un album classique. Non, je crois pas du tout. D'abord, c'est une lecture, c'est assez évident. Si on n'a pas les codes, si on n'a pas un minimum de codes qui sont expliqués au départ, à savoir qu'on lit de gauche à droite, de haut en bas, qu'il y a un enchaînement des cases, etc., on ne peut pas lire le livre. Donc c'est déjà une forme de lecture. La lecture de l'image est quand même une lecture fondamentale pour ensuite apprendre la lecture. Et non, je crois qu'au contraire, c'est un livre qui donne confiance dans le livre et qui enlève la peur qu'on peut avoir quand on est petit. Voilà, ça donne envie en fait. Parce que finalement, c'est un livre avec lequel les enfants, dès le plus jeune âge, vont être autonomes en fait. Ils vont pouvoir se débrouiller tout seuls, ça va être leur livre et pouvoir le lire tout seul, sans l'aide d'un adulte ou d'un grand frère ou une grande sœur. Donc au contraire, je pense que oui, ça les met en confiance. Même plus grand, moi je vois qu'à 8 ans par exemple, il y a quand même des gamins qui savent déjà lire, de se retrouver avec un livre où il n'y a pas de texte, etc., ça les, ça marche aussi. Ouais, ça les repose aussi un peu. Oui, j'en ai un troisième qui va sortir toujours avec Delphine au scénario, qui sortira en avril 2018. Donc, pareil, on reprend de nouveau, c'est le même univers, il y a toujours la petite fille qui revient à chaque fois. Puis à chaque fois, on rajoute des nouveaux personnages. Il y a une nouvelle bestiole là maintenant qui va être le personnage principal, une souris verte. Il y a un petit nouveau qui arrive à l'école, on reprend à la fin de Dessus-Dessous, la taupe vient s'installer sous une école en espérant être tranquille, et puis évidemment non. Et on repart dans cette école, donc l'histoire commence dans cette école, et il y a un petit nouveau qui arrive, qui suscite un peu voilà, les nouveaux, quand il y a un nouveau qui arrive, les autres élèves le regardent bizarrement. Ils sortent de l'école et il y a la petite fille qui est dans sa classe, qui commence à déambuler, et là il y a une souris verte qui surgit. Et là, tous les deux commencent à la poursuivre, et peu à peu, voilà, ils vont au cours de cette poursuite se rapprocher l'un de l'autre, apprendre à se connaître, et différentes émotions vont être exprimées au cours de cette histoire qu'on va traduire par des couleurs justement. Donc on va aussi montrer les symboliques des couleurs et des émotions. Rouge, vert rouge de colère, bleu, tout, parce qu'ils auront froid, enfin voilà. Donc ça expliquera ça aussi aux enfants. Oui, alors le tome 8 est prévu pour le mois de septembre a priori, je crois. On a déjà beaucoup avancé dessus. Et dans le tome 8, qu'est-ce que je peux vous dire? Dans le tome 8, il y a le petit frère d'Anouki. C'est un livre qui va parler de la fratrie et du fait que les petits frères, des fois, c'est quand même pénible. Et que les grands frères, c'est pénible aussi. Voilà. Ton pitch, il est bien.